Merci de nous retrouver sur CamNews 24 pour cette autre sortie d'International, une occasion de révisiter l'actualité mondiale de la semaine. Et ça va se passer avec Ghislain Cougan que j'accueille sur le plateau d'International. Au plaisir, Donald. Nous commençons tout de suite avec le Congo où Denis Sassou Nguesso a été investi candidat de son parti pour la présidentielle. Et c'est sans surprise que le Parti congolais du travail, PCT, au pouvoir, a désigné lundi dernier le président Sassou Nguesso comme son candidat à la présidentielle anticipée du 20 mars. Ce choix a été fait à l'unanimité selon le comité d'investiture qui a tenu son conclave pendant 2 jours. On regarde et on revient sur le plateau. La dynamique pour la Nouvelle République, une plateforme d'associations proches du pouvoir au Congo-Brazzaville, a demandé mardi à Denis Sassou Nguesso de se présenter à la présidentielle du 20 mars prochain. Cette demande a été formulée lors d'une cérémonie organisée à Brazzaville, occasion au cours de laquelle une collecte de fonds en guise de soutien à l'éventuelle candidature de l'actuel président a été initiée. La dynamique pour la Nouvelle République a pour parrain Denis Christel Sassou Nguesso, un des fils du chef de l'État congolais. La constitution votée lors du référendum du 25 octobre permet à Denis Sassou Nguesso de briguer un 3e mandat. De nombreuses autres formations politiques et groupements associatifs appellent Denis Sassou Nguesso à se porter candidat. Pour l'heure, le seul candidat déclaré pour ce scrutin est Joseph Kinyumbi Kambungu, un député de l'opposition. Voilà. Finalement, Sassou Nguesso n'a pas modifié la constitution du 20 janvier 2002 pour laisser passer quelqu'un d'autre. Évidemment, je pense qu'il est intéressant de le relever. C'est pourquoi l'annonce de la candidature, notamment, l'investiture de la candidature de Denis Sassou Nguesso pour l'élection présidentielle à venir est un non-événement. Il s'agit simplement de la chronique d'une décision annoncée. Parce que, premièrement, il n'a pas demandé un dialogue national boycotté par une majorité de l'opposition pour après rebousser chemin. Il n'a pas commandé un référendum pour réviser la Constitution pour après ne pas se présenter. Donc, c'est ce que j'appelle la chronique d'une décision annoncée. Donc, c'est un non-événement. La question maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso, après plus de 30 ans au pouvoir, peut encore apporter de dynamique à la société congolaise aujourd'hui. Justement, on va en parler maintenant. Sassou Nguesso serait-il le meilleur choix pour le peuple congolais ou alors là, on est en face d'un simulacre qui donne l'impression qu'au Congo, il y a une démocratie qui s'exerce. Bien évidemment, une démocratie qui s'exerce à travers la Constitution, puisqu'on la torpille afin de s'afficher en harmonie avec la loi des lois, avec la grande charte qui est la Constitution. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que Denis Sassou Nguesso est le meilleur choix pour le peuple congolais? Ceux qui l'ont plébiscité estiment qu'il est le meilleur choix, notamment les membres du PCT. Mais je suis convaincu, et vous l'avez écouté, l'opposition estime qu'il est temps que Denis Sassou Nguesso puisse passer la main pour que quelqu'un d'autre puisse prendre le pouvoir. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une stabilité au Congo? On peut estimer que la stabilité est relative. L'absence de guerre ne veut pas dire automatiquement qu'il y a la paix dans un pays. Donc, je pense quand même qu'après plus de 30 ans au pouvoir, il est intéressant aussi de donner la chance à quelqu'un d'autre de s'exercer pour qu'on puisse voir qu'il y ait un autre son de cloche, une nouvelle façon de faire. Mais je tiens également à préciser que l'intéressant n'est pas forcément la longévité au pouvoir, c'est surtout la capacité de celui qui est au pouvoir à dynamiser, à réoxygéner la vie politique, économique et sociale du Congo. L'opposition congolaise, face à tout cela, qu'est-ce qu'elle pense, puisque ça fait quand même 30 ans que le président Sassou Nguesso est au pouvoir? Est-ce que l'opposition ne s'est pas préparée à cette alternance à sa manière? Pourquoi toujours suivre les mouvements du président, peut-être des tenants du pouvoir? Est-ce que l'opposition a d'autres éléments, d'autres moyens pour opposer au président, au parti au pouvoir? Je ne pense pas, ou alors l'opposition n'a pas suffisamment de moyens. Est-ce qu'elle se donne suffisamment les moyens? Je ne pense pas également. Mais vous savez très bien, dans les démocraties, les partis au pouvoir sur le continent africain, on parle de l'Afrique noire précisément, il est difficile pour le parti au pouvoir d'organiser une élection et la perdre, premièrement. Parce que le parti au pouvoir, par exemple, a tous les moyens, a tout l'arsenal, a toute la matière grise, a tout ce qu'il faut, les moyens, les ressources humaines. Maintenant, quand vous posez la question de savoir l'opposition, évidemment, n'est pas d'avis avec ce qui se passe. Mais que fait l'opposition? L'opposition au Congo aujourd'hui a baissé les bras, elle s'est résignée parce que même après avoir boycotté le dialogue national, cela n'a pas empêché au président d'obtenir une réponse positive à travers un référendum
gagné haut la main par notamment le parti au pouvoir aujourd'hui. Donc l'opposition se confine, même s'il y a encore des caciques qui continuent toujours. Je prends le cas de Mathias Nzong, qui est un opposant congolais qui estime qu'aujourd'hui, il faut persister dans le boycott de l'élection présidentielle et demander au président Denis Sassou Nguesso de ne pas briguer un troisième mandat. Ce qui va être difficile puisqu'on a déjà annoncé la date pour le 20 mars, notamment du premier tour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso a donc désormais la possibilité de faire 3 nouveaux mandats. Lui qui cumule déjà plus de 30 ans d'années à la tête du pays, s'est dit que l'alternance au Congo, c'est renvoyé au calendrier grec. Au calendrier grec, pour ce qui se passe, je pense que Denis Sassou Nguesso est né en 1943, nous sommes en 2016, ça va faire 73 ans, et donc il peut encore faire, je crois, 21 ans au pouvoir. Si vous prenez 30 plus 21, ça fait 51. Il a fait plus de 30 ans, donc 51, 52 ans au pouvoir aujourd'hui pour le président congolais. Il est quand même âgé de 73 ans. Et si vous prenez 73 plus 21, ça peut faire, je crois, 93 ou 94, un truc, donc près de 100 ans. Donc, il est clair qu'au Congo aujourd'hui, avec la façon dont la vie politique est menée au Congo, avec la faiblesse de l'opposition aujourd'hui, qui n'arrive toujours pas à faire front commun, à avoir un candidat unique, c'est difficile. L'idée, j'aime, l'idée prospère, mais les dissidences, il y a des contradictions, il y a des points sur lesquels les différents partis politiques de l'opposition n'arrivent pas à s'accorder. Et vous voyez, ils vont à l'élection à rang dispersé et cela renforce davantage le pouvoir dans sa position. Il y a également un élément à noter. Pourquoi est-ce que le président Denis Sassou Nguesso a anticipé l'élection? Parce qu'elle était prévue en juillet prochain. 4 mois, est-ce que cela permet à l'opposition de se préparer suffisamment? On sait que le parti au pouvoir a tous les moyens, logistiques, financiers. Donc c'est aussi une façon pour le pouvoir de prendre l'opposition à court et aussi d'éviter que l'on débatte suffisamment sur la polémique qui est déjà installée par rapport à l'élection présidentielle à venir. Les calculs que vous faisiez tout à l'heure sur l'âge du président Sassou Nguesso m'amènent un peu à me poser cette question. Est-ce que les présidents africains ne tiendraient pas cela de Mugabe? Robert Mugabe, peut-être, mais il faut comprendre que les configurations sont différentes. Vous voyez dans quel état est-ce que Mugabe prend le Zimbabwe. Le Zimbabwe est un pays un peu encerclé par une minorité blanche qui s'est accaparé toutes les richesses. Il était question pour Mugabe de rééquilibrer. Donc le Zimbabwe vient de très loin. Or, ce n'est pas le cas pour le Congo. Et vous savez qu'il y a une divergence, une différence de gouvernance entre les pays d'obédience anglophone, comme le Zimbabwe, et les pays d'obédience francophone. Donc c'est un peu différent. C'était juste une parenthèse, on va passer à autre chose à présent, un peu plus divertissant. On va parler de la fête du Vaudou. Au Bénin, la date du 10 janvier est fériée depuis plusieurs années afin que tous les Béninois célèbrent les religions endogènes. Cette année encore, la tradition a été respectée et les adeptes des différentes divinités du Vaudou ont vanté les mérites de leur dieu protecteur. Regardons cet élément et on revient pour échanger sur ce plateau. Des offrandes mystérieuses, un chef traditionnel, des chants et des sacrifices. La fête nationale du Vaudou envahit les rues de Ouida. Cette religion ancestrale, qui n'a pas toujours eu bonne réputation, célèbre les ancêtres et les esprits de la nature. Le moment est venu. Tous les 10 janvier, nous venons ici pour pouvoir commémorer, rester en frères, pour pouvoir fêter cette fête, pour être en communion avec nos aïeux. Cette fête a été instituée en 1994 après des décennies de répression, le Vaudou se retrouvant accusé d'être de la sorcellerie. Sur la plage, face à l'océan, ses adeptes chantent et prient pour la déesse de l'eau, Mami Wata. On est en train de faire la prière pour demander des bonnes choses. Si la personne qui n'a pas de femme n'a qu'à trouver des bonnes femmes, la personne qui n'a pas de mari n'a qu'à trouver des maris. C'est pour cela que nous sommes en train de faire la prière au bord du mar. Essaimé aux Antilles et au Brésil dans le sillage de la traite des esclaves, le Vaudou est aussi présent dans le sud des États-Unis. D'après un recensement effectué en 2002, 17% de la population du Bénin pratique ce culte. À l'approche de l'élection présidentielle du 28 février, sensibiliser les adeptes est devenu un enjeu politique. Les cadres, nous avons une responsabilité. Nous devons aller éclairer nos parents. Nous devons leur permettre de dire, entre plusieurs candidats, il y a des facteurs à déterminer pour faire un choix qui puisse être porteur d'avenir, porteur de développement. Si certains chefs traditionnels ont déjà donné des consignes de vote,
La plupart ont surtout appelé à un scrutin pacifique, un message d'apaisement fidèle à la tradition du culte vaudou. Intéressant. Alors Ghislain, c'est quoi le vaudou? Une religion, une pratique ésotérique? C'est peut-être tout ça. Je pense que la question n'est pas le vaudou ou le vaudou, faut prononcer comme les Béninois. La question, c'est l'usage qu'on en fait. Le vaudou est une religion, évidemment, à travers laquelle on fait des prières d'intercession pour demander aux aïeux, à Dieu, de nous aider, de nous garder, de nous rendre prospères, ou alors de rendre nos activités prospères pour qu'on puisse vivre décemment. C'est ça le vaudou qui est célébré, bien évidemment, au Bénin. Mais je pense que ce sont ces pratiques un peu mystiques et mystérieuses qui connotent et qui donnent une connotation un peu suspecte à cette religion ou à cette pratique qui se fait au Bénin et qui aujourd'hui est intégrée dans les manières de vivre et de faire de ce pays. Il convient de noter également qu'il s'agit des cérémonies où on fait des offrandes, des dons, où on fait des animations, où on prie suffisamment le Dieu, évidemment, où on estime que le vaudou, qui sont les esprits divinisés pour la croyance béninoise, sont ceux-là à travers lesquels on prie pour notamment demander de l'aide, demander que tout se passe bien. Et il convient également de noter que c'est une pratique très ancienne, mais la fête, la cérémonie, elle est récente. Elle a été adoptée, je pense, en 1994 par le président Nicéphore Soglo. Après avoir été interdit dans les années 70. Voilà. Et c'est 4 ans plus tard, justement, que le président Mathieu Kérékou a baptisé le 10 janvier férié au Bénin pour qu'on puisse célébrer. Et on sait très bien que ce général l'avait interdit plus tôt, estimant que cela avait un caractère un peu rétrograde et que cela était aussi teinté de sorcellerie. Et c'est là où je reviens pour dire que ça dépend de ce qu'on en fait. Alors, si on fait usage de manière maléfique, eh bien le vaudou peut être quelque chose de maléfique, mais il est question dans sa logique, puisque déjà on parle du vaudou pour un monde émergent ou alors pour un monde plus éclairé. Vous comprenez qu'il s'agit de solliciter le au-delà, justement, pour qu'on vienne aider le Bénin. Et vous savez également que le Bénin va procéder à l'élection présidentielle, je crois que c'est le 26 février. C'est donc une occasion notamment pour prier pour que, au regard de ce qui se passe dans le monde entier, avec des guerres partout, que l'élection présidentielle au Bénin s'opère dans de meilleures conditions. Est-ce que le vaudou peut avoir une influence peut-être sur la vie politique, économique d'un pays comme le Bénin? Bien évidemment, puisque la croyance, elle est profonde au Bénin. On croit à cela. Le 10 janvier est un jour saint, est un jour à marquer d'une pierre blanche, est un jour, une opportunité pour les uns et les autres. D'ailleurs, vous avez suivi, à l'occasion de la célébration de Vaudou, vous avez suivi les hommes politiques saisir l'opportunité à l'effet de donner des consignes politiques. Ça veut dire que c'est une occasion idoine pour les uns et les autres, à partir de cette croyance, on va dire religieuse, de solliciter les votes, les suffrages des uns et des autres pour que justement il y ait ce regain dans l'activité économique. Vous savez, tout est décidé par le politique. Et donc quand on met le politique devant, à travers ce qui est fait, ce qui est dit là, on estime qu'on aura des grâces économiques qui vont revenir à travers dans la vie des Béninois. Alors le vaudou aurait même connu une expansion étonnante puisqu'il est aussi pratiqué hors du Bénin. L'engouement de célébration serait-il le même à Haïti par exemple? Non, je pense aussi à Haïti, le vaudou est également très célébré. C'est quelque chose de fantastique à ce niveau. C'est quelque chose d'inédit. Et vous savez également, la célébration du vaudou est l'affirmation de l'identité des uns et des autres. L'identité africaine, l'identité par exemple béninoise. Ça veut dire que le Bénin a cela. Le Bénin, le monde aujourd'hui est un carrefour de religion, un carrefour de tradition, un carrefour de culture. Alors le Bénin a cette culture-là à travers laquelle elle s'identifie. Vous savez, affirmer sa différence, c'est refuser l'indifférence. Et à travers le vaudou, justement, le Bénin s'affirme, Haïti s'affirme, se revendique authentique à travers sa culture. Quelle place pour le vaudou et l'animisme en Afrique de l'Ouest aujourd'hui face à ces autres croyances venues d'ailleurs? Je pense que le vaudou a cette chance qu'elle prospère aujourd'hui et qu'on a encore ces célébrations-là. Or, l'animisme aujourd'hui est un tout petit peu battu en brèche, même si ça existe toujours. Donc, on dira que le vaudou qui continue d'être célébré et qui est repris à Haïti également a encore pignon sur rue. Or, l'animisme n'est pas très bien vu, n'est plus trop. Donc, ça se fait, ça se pratique, mais je pense que l'écho n'est plus
aussi retentissant. Les projecteurs ne sont pas beaucoup braqués sur ceux qui pratiquent l'animisme aujourd'hui. L'Afrique a toujours eu cette particularité de se démarquer des autres continents avec ses religions et puis ses pratiques très anciennes et très ancrées dans les mœurs des uns et des autres. Allons maintenant en France où Christine Taubira démissionne. La ministre de la Justice Christiane Taubira a remis sa démission à François Hollande, qui l'a acceptée. Elle s'était publiquement opposée à la réforme constitutionnelle. Le député du Finistère, Jean-Jacques Urvois, a été nommé pour la remplacer. Reportage. Sa position au sein du gouvernement n'était plus tenable. Christiane Taubira a démissionné de son poste de ministre de la Justice. La décision a été prise samedi, avant le voyage officiel en Inde de François Hollande. Elle a été annoncée mercredi matin dans un communiqué de l'Élysée. Christiane Taubira s'est exprimée sur Twitter dans un message philosophique dont elle a le secret, avec cette formule « Résister, c'est partir ». Christiane Taubira était un pilier du gouvernement depuis la victoire de François Hollande en 2012, une grande figure de la gauche dont le nom restera notamment associé à la mise en place du mariage pour tous. Cette guerre nouvelle reste une guerre. L'annonce intervient le jour même où elle devait défendre la réforme constitutionnelle devant la commission des lois du Parlement, une réforme à laquelle elle était publiquement opposée, notamment parce que le texte prévoit une déchéance de nationalité pour les Français binationaux pour les crimes les plus graves, comme le terrorisme. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Je choisis d'être fidèle à moi-même, à mes engagements, à mes combats, à mon rapport aux autres, fidèle à nous, tel que je nous comprends. Le péril terroriste qui nous menace est grave, imprévisible, mais nous avons appris à le traquer et nous nous en sommes donné les moyens. Nous savons comment le combattre et nous avons montré que nous sommes bien déterminés à l'abattre. Mais je crois que nous ne devons lui concéder aucune victoire, ni militaire, ni diplomatique, ni politique, ni symbolique. Alors, quelles pourraient être les raisons de cette démission ? Je pense qu'il y a beaucoup de raisons, mais la raison fondamentale, c'est justement ce projet de la révision constitutionnelle, notamment la déchéance de nationalité pour les binationaux qui auraient commis des actes de terrorisme. Voilà. Mais je pense qu'il y a quand même une succession de faits. Retournons un peu en arrière pour voir. En 2013, par exemple, déjà très tôt en 2013, une réforme pénale est travestie par Manuel Valls, qui à ce moment, et je crois, ministre de l'Intérieur, je crois, est travesti quand il s'agit d'acheminer, je crois, non, en 2013, Manuel Valls, je crois, Premier ministre, quand il s'agit d'envoyer la réforme justement au niveau de François Hollande. Et Manuel Valls a demandé à réclamer l'arbitrage de François Hollande. À ce moment donné, c'est une réforme qui a filtré dans la presse. Vous savez, la presse en France, en Europe, elle veut beaucoup. Elle est infiltrée. Très infiltrée. Manuel Valls a expliqué que non, les deux allaient continuer à collaborer au gouvernement et que ni Christiane Taubira, ni lui-même ne démissionneraient du gouvernement. Je pense qu'à ce moment, les deux étaient au gouvernement encore. Et voilà, en 2015 encore, Christiane Taubira a menacé sur RMC, pour ne pas la citer la chaîne, qu'elle démissionnerait du gouvernement si son projet sur la réforme pénale des mineurs n'était pas pris en compte. Aujourd'hui, 7 mois plus tard, ce projet n'est toujours pas pris en compte et aujourd'hui, il est clair qu'il ne sera pas pris en compte puisqu'elle n'est plus là. Et maintenant, la goutte d'eau qui déborde le vase, c'est la question de la déchéance de la nationalité. Donc il y a un ensemble, il y a un cumul de faits qui amène Christiane Taubira à démissionner du gouvernement. Le problème, pourquoi aujourd'hui? Parce que justement, François Hollande, dans une volonté de garder une cohérence gouvernementale, ne pouvait pas se décharger, ne pouvait pas démissionner, si on veut, Christiane Taubira. Parce que cela obéit à des logiques politiques. Quand je pense qu'elle a été utilisée, elle était un objet politique en réalité pour François Hollande. Quand il prend le pouvoir en France, il estime que par rapport au contexte français aujourd'hui, il y a une question de justice qui se pose en France. Les Français s'interrogent sur la question de la justice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il prend une personne de couleur, Christiane Taubira, à qui il confie un portefeuille régalien, le ministère de la Justice.
Et voilà, ça passe. Sarkozy a fait pareil, il a estimé à son temps que c'était l'éducation, que le problème français était un problème d'éducation. Il a confié le secrétariat d'éducation à Ramayad, qui est une femme de couleur. Donc c'est la même logique, la même stratégie qui se fait en France aujourd'hui. Donc François Hollande ne pouvait pas se séparer de Christiane Taubira. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et comme il fallait arbitrer entre Manuel Valls, qui est très impertinent et très insolent, on le sait très bien, et qui est là pour aider un peu François Hollande à avoir un peu de côte parce que François Hollande est un président mou. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait l'épuiser, il fallait la fatiguer au point où Christiane Taubira arrive à démissionner par elle-même. Et c'est ce qui s'est fait, c'est passé. Alors ce départ arrive au moment où le débat sur la révision constitutionnelle prend corps à l'Assemblée nationale. L'Élysée a-t-il eu peur d'une énième contestation de Taubira qui, on le sait, reste opposée à la réforme constitutionnelle que vous évoquiez tout à l'heure? Évidemment, puisqu'elle a dit ouvertement sur une chaîne algérienne que ce projet-là, la question, cette façon de faire, cette décision ne sera pas efficace ou alors n'est pas efficace pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire qu'ouvertement, elle a critiqué François Hollande, puisque Manuel Valls est venu persister que la mesure sera maintenue. Il a jonglé en faisant part de ce que la mesure ne sera pas retenue dans la loi constitutionnelle ou bien dans la loi, je crois, un truc, loi légale, un truc. Il a voulu un peu masquer. Mais c'était clair, il y avait déjà une ligne de front. On sait très bien l'animosité, le conflit qui existe entre Christiane Taubira et Manuel Valls, qui à chaque fois demande l'arbitrage du président Hollande. Et vous savez très bien qu'Hollande est bien, a comme Premier ministre Manuel Valls. Vous savez, la France aujourd'hui obéit à une logique. Vous avez soit un président omniprésent, un président percutant et un Premier ministre qui tempère, soit vous avez un Premier ministre insolent et puis percutant et un président qui est mou. Avec Sarkozy, il y avait un président omniprésent, mais il y avait un François Fillon qui rectifiait, qui était calme, qui était placide. Aujourd'hui, vous avez un président qui est mou, mais vous avez un Premier ministre qui est percutant. C'est pourquoi Manuel Valls a du Nicolas Sarkozy en lui. Alors, quelle lecture faites-vous des réactions de la gauche qui tire son chapeau à Taubira et la droite qui se réjouit de son départ? Oui, parce que Christiane Taubira incarne la véritable gauche. Elle n'est pas dans les courbes où il fait des compromis. En réalité, si vous observez très bien, si vous lisez bien la politique de la gauche, vous comprendrez que la gauche est en train de virer un peu vers la droite. Elle est en train de récupérer les termes, récupérer les logiques de la droite. Or, pour Christiane Taubira, elle est de la gauche dure. Il n'est pas question pour elle qu'on commence une politique et à un moment donné, on commence à virevolter. En réalité, c'est pourquoi beaucoup estiment qu'elle s'est dit, elle a exprimé qu'elle veut être cohérente avec elle-même, avec les idéaux et les idées qu'elle défend. Elle ne comprend pas pourquoi à un moment donné, il faut qu'on puise un peu chez les bon. C'est la droite, les républicains, si vous voulez. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a préféré démissionner pour rester cohérente envers elle-même. Et je pense aussi que il y a eu automatiquement un échange entre François Hollande, on l'a dit, et puis forcément Manuel Valls. Et pour l'honneur du parti, elle a démissionné. Mais je pense également qu'on comprendra, puisque automatiquement elle va s'exprimer, elle va critiquer le gouvernement. Elle pourra aussi, pourquoi pas, candidater pour les primaires au sein du PS pour 2017. On va certainement s'intéresser à cette actualité puisqu'il y a un nouveau ministre qui est en poste. Peut-être. Ce ministre-là qui est en fait l'ami d'Emmanuel Valls, il faut le préciser, qui est son ami. Donc vous comprenez très bien que Manuel Valls a réussi à avoir la tête de Christiane Taubira puisque son ami, son très grand ami, a été nommé au poste de ministre de la Justice. Et c'est lui qui suivait justement la réforme constitutionnelle au niveau du Parlement. Ouais. Alors, autre chose maintenant, nous sommes déjà en sport. La Fédération internationale de football a révélé jeudi les noms des 5 candidats actuellement retenus pour l'élection à sa présidence qui aura lieu le 26 février prochain. 5 candidats au trône de Sepp Blatter à la présidence de la FIFA, prévu le 26 février. La commission électorale a validé ce jeudi les candidatures du prince Ali de Jordanie, celle du cheikh Salman, membre de la famille royale du Bahreïn et patron du football asiatique, celle également de l'Italo-Suisse Gianni Infantino, le secrétaire général de l'UEFA depuis 2009. Tokyo Sex Whale est aussi en lice, c'est un homme d'affaires sud-africain, ancien prisonnier politique. Dernier candidat en lice, le français Jérôme Champagne, consultant international sur le football. La commission a en revanche rejeté la candidature du libérien Bility au vu du rapport d'intégrité le concernant. Quant à Michel Platini, actuellement suspendu de la présidence de l'UEFA, sa candidature sera étudiée à la fin de sa suspension en janvier. Voilà, juste là, une shortlist convaincante. Une shortlist surtout nettoyée.
nettoyer. Donc on s'est débarrassé des brebis galeuses. Hein. On a liquidé Sepp Blatter qui est parti et Michel Platini également. Je pense qu'il s'agit d'une short liste de bleus. On comprend très bien la volonté, hein, le ton qui est donné ici. Il s'agit de restaurer l'image de la FIFA qui organise le football dans le monde entier. Vous savez, le football est le plus grand événement mondial organisé, mais à l'inverse, l'organisation ou alors la gestion de la FIFA est calamiteuse. Donc il est question de restaurer l'image de la FIFA. Et je pense notamment qu'avec ces candidats qui sont bleus, on verra bien évidemment, la FIFA va sortir de là grandi pour le 26 février. Alors 5 candidats en course pour le fauteuil de la FIFA, c'est de l'inédit, 5 candidats. Oui, c'est de l'inédit, mais je pense qu'il faut surtout scruter le profil des uns et des autres. Quand vous voyez par exemple celui qui se présente comme le favori, le Tchèque Salma, lui a déjà eu à batailler avec Sepp Blatter. La dernière fois, il a perdu. Il est quand même le président de la Confédération asiatique de football. Il a déjà 46 voix. Il a déjà les fédérations asiatiques acquises. Donc, vous comprenez qu'il peut être un candidat potentiel. Il est bien placé pour remplacer Sepp Blatter. Vous avez aussi Infantino, qui est le secrétaire général de l'UEFA, qui a mis sa candidature après qu'on ait viré Michel Platini. Est-ce qu'il aura la même cote? Est-ce qu'on va transposer le capital sympathique qu'on avait pour Platini sur Infantino? La question reste toute grande. Il faut également scruter la candidature de Jérôme Champagne, qui est français. Et vous savez très bien le lobby français, lui qui a travaillé au niveau de la FIFA avec Sepp Blatter, mais l'inconvénient pour lui, c'est qu'il a travaillé avec Blatter et donc automatiquement, il peut être conçu comme responsable, si on le veut aussi, de ce qu'on a pu attribuer à Sepp Blatter aujourd'hui. Mais l'avantage, c'est qu'il maîtrise les rouages de la FIFA. L'inconvénient, c'est que lui aussi, pour avoir travaillé avec Blatter, il peut être tenu pour responsable aussi à quelque part de ce qui s'est passé. Et maintenant, nous avons également le Sud-Africain, Tokyo Sexwale, qui est un peu comme, je ne sais pas moi, le outsider, parce que lui, tout le monde sait qu'il va perdre, que personne ne va le voter, parce qu'il n'a rien à voir avec le football, c'est un homme politique, je crois. L'image qu'il a, son capital, c'est d'avoir été un compagnon de celui de Nelson Mandela. Je ne pense pas que cela soit suffisant, au point où il a oublié comment est-ce qu'on mène une campagne. Donc je pense que ça va se jouer entre le Tchèque Salma, Jérôme Valk, non pas Jérôme Valk, Jérôme Champagne, et puis Infantino. Les trois là, je pense que ça va se jouer entre ces trois-là. Alors finalement, la FIFA, il n'y aura pas de footballeur. On voyait bien Platini qui a joué au football, être président de la FIFA, mais tous ces profils, on le voit, personne n'a le passé de footballeur. Non, pourquoi on pense toujours que parce qu'on a joué au football, automatiquement, on est un grand administrateur? Au regard des candidatures annoncées. Hein. C'est vrai, bon, Platini également a donc tout confondu. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas candidat. Je pense que c'est même bien ainsi. Ce n'est pas parce qu'on a joué automatiquement le football qu'on est mieux placé pour gérer. La gestion est différente, par exemple, de l'exercice du football en lui-même. Parce que vous savez très bien que la plupart des grands joueurs au monde, prenez le monde entier aujourd'hui, la plupart des grands joueurs, vous pensez qu'ils peuvent gérer une fédération? Prenez Léo Messi, c'est l'un des meilleurs footballeurs, Cristiano Ronaldo. Regardez les grands joueurs aujourd'hui, les Ibrahimovic, avec leur comportement. Vous pensez que ceux-là, parce qu'ils sont grands joueurs, pourraient, peut-être que dans 5-10 ans, avec un peu de maturité. Donc je pense qu'il est bien ainsi. L'intéressant, c'est de relever qu'ici, la FIFA veut se refaire une peau neuve, une nouvelle image. Et c'est bien, après tous les soupçons de corruption qui ont gangréné, qui ont trucidé cette grande maison. Les anciens footballeurs prennent leur retraite sur les bancs de touche et non au sein de l'administration des fédérations. Ghislain, c'était donc international. Merci d'avoir accepté une fois de plus l'invitation. Au plaisir. À tous et à toutes, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis et restez sur Camus 24. Au revoir.